Prenez le mot coquille et enlevez le cul. Vous avez le mot couille et cela constitue justement une coquille d'imprimerie. Voilà. Il y a mes parents qui lisaient des bouquins de Vian, genre L'Arrache-Cœur, L'écume des jours, c'était un peu les classiques qu'il y avait à l'époque. Puis on est tombé dedans avec mon frère à lire ces bouquins et puis à écouter ses chansons. Moi, ce qui m'a marqué surtout, c'est ses poèmes qu'il chante lui-même dans un disque qui est épatant et qu'on savait par cœur. Avec des copains, on se promenait en banlieue, à Sceaux, dans le parc de Sceaux, en chantant Je suis snob, etc. Et je bois systématiquement. C'était pour nous, quand on était ados, au lycée, c'était une manière d'envisager le monde autrement. C'est-à-dire de prendre les expressions au pied de la lettre. C'est ça qui est formidable. Donc il y a un rapport au langage qui permet une liberté énorme. À l'époque, on avait quelques copains au lycée, on avait fait une sorte de secte, qui s'appelait, de secte c'est un bien grand mot, de trucs de rassemblement, de blagueurs, qui s'appelait la méga dérision. Et c'était un peu sous le signe de Vian, du merdre Jarric, d'autres fantaisistes, comme à l'époque il y avait un groupe qui s'appelait Odeur aussi, Au bonheur des dames. Et c'était cet endroit-là, hors littérature, hors classique, qui nous séduisait beaucoup, quoi. Moi, j'ai découvert Bobby Lapointe plus tard, mais ça participait du même rapport ludique avec le langage. Donc un moyen d'investigation totalement ouvert et très, très libre, en fait. C'est l'esprit scientifique mis au service de la fantaisie. Voilà, de l'excentricité. Il met ses équations au service de la rigolade aussi, et de la liberté. Et c'est le contraire de quelqu'un qui est grégaire. Il a été justement avec les gens qui, à l'époque, n'étaient pas des classiques, qui étaient des vrais créateurs. Je parle de Prévert, par exemple. Maintenant, c'est quelqu'un, c'est le scénariste, c'est le poète par excellence. Mais à l'époque, c'était des gens qui étaient en recherche, qui étaient en pleine créativité, et puis qui sont anards. C'est-à-dire, Prévert, même s'il a appris dans les écoles, quand on voit son poème La crosse en l'air, où il y a un évêque qui est bourré et qui roule dans le caniveau, et un chien qui lui vole sa mitre, ce poème, il est génial. C'est complètement anard. C'est une propension à être dans une grande fantaisie. Mais si fantaisie, c'est faible. Une sorte de liberté de penser, de dire, et d'engagement quand même. Parce que n'oublions pas qu'il a écrit Le Déserteur, Boris Vian. Il y a tout le temps aussi un engagement social, humain, qui est très fort. Et quand même quelqu'un qui sent que la mort est pas loin aussi. Donc il y a une œuvre comme ça qui est cristallisée en peu de temps avec quand même l'échéance qui le menace de sa disparition. La poésie, ses chansons, notamment, parce que c'est les chansons qui sont les plus marquantes, et c'est ce qui perdure le plus dans la mémoire. Il y a quand même un recueil qui est formidable, c'est Je voudrais pas crever. Et puis il y a toutes ces chansons, il n'y a pas simplement chantées par lui, il y a par Reggiani aussi, qui chante merveilleusement ces chansons. Et il y a les frères Jacques, notamment. Le tango interminable des perceurs de coffre-fort, que j'ai redécouvert récemment, justement. Il y a une richesse, il y a une munificence dans son œuvre qui est un peu tous azimuts, mais avec une ligne qui lui est très personnelle. Boris Vian, c'est un prisme particulier de l'être humain. Et son œuvre, elle en résulte. Elle est scientifique et excentrique et fantaisiste et très cohérente, très sensée en même temps. Mais elle est dans une couleur, dans une saveur qui lui est toute particulière. Ce rapport au langage qui est inimitable. Ces romans comme L'automne à Pékin, c'est plein de choses trappes. Parce qu'en même temps, il y a un propos qui va
qui gravitent à propos de narration, de roman, et en fait, presque à chaque ligne, ou toutes les 5 lignes, pof, il y a un détour, parce qu'il prend au pied de la lettre un jeu de mots, ou brusquement, il y a une fantaisie par rapport au décor qui apparaît, c'est-à-dire le monde devient vivant. Il y a de l'apparition de fantasmagorie tout le temps, en fait. Il est courageux, il est même visionnaire. Parce que si on prend cette pièce dont on parlait tout à l'heure, Les bâtisseurs d'Empire, c'est tellement contemporain. Cette petite famille bourgeoise qui est obligée de fuir son appartement de plus en plus haut, et l'appartement se réduit de plus en plus parce qu'ils sont poursuivis par des gens de l'extérieur, on ne sait pas quoi, qui envahissent. Et dans chaque appartement, il y a une sorte de créature enrubanée de pansements qui font mine de ne pas voir, et que chaque fois qu'il y a une frustration ou une colère rentrée, paf, il lui balance un coup, et on ne sait pas si... il s'appelle le Schmurz. Et on ne sait pas si ce qui menace de les envers, ce n'est pas des Schmurz. On ne sait pas, mais ça fait terriblement penser à la situation de la misère aujourd'hui des migrants qui sont obligés de rejoindre d'autres pays. Et c'est en même temps fantaisiste, comme chaque fois, parce que ces dialogues, ils sont toujours empreints d'une grande fantaisie poétique, et en même temps, c'est très dramatique, et c'est concret, quoi, ce qu'il raconte. Il transparaît sur ces textes qui sont profondément antimilitaristes, qui sont irrespectueux de l'autorité, et en même temps curieux de tout, et en même temps très amoureux de la vie, et en amitié avec beaucoup d'artistes, beaucoup d'humains très différents, avec Henri Salvador par exemple, pour ne parler que de lui, et très amoureux des femmes. Voilà, dans un rapport de sensualité au monde. C'est ce regard sur la vie que vous communiquent souvent les poètes, c'est de regarder les choses qui vous font des signes. C'est comme le dit Baudelaire, la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Ben c'est exactement ça. C'est en vers classique par Baudelaire, mais c'est déjà, ça existe après, chez Vian. La manière dont il fait que le monde, il n'y a qu'à regarder sa bibliothèque, c'est vivant. Il n'y a que des objets qui parlent, en fait. Et c'est ce regard-là sur le monde qui est vraiment important, qui n'est pas de vivre dans une hallucination ou sous drogue, pas du tout. C'est d'être quand même dans cette capacité à s'émerveiller au quotidien, dans le présent, sans penser, sans perdre une pensée critique aussi, une pensée insurgée par rapport contre un ordre établi, contre une oppression. Et ça fait pendant, quoi. C'est complémentaire, en fait, ces deux manières d'être au monde, ou cette manière-là